Après 18 ans de service, le nouveau directeur technique de 28 ans a fait glisser une boîte sur la table et a exigé que je forme son équipe pour violer ma clause de non-concurrence. Je viens d'envoyer un email à mon avocat, qui a répondu à tous, avec un lien vers la clause pénale oubliée de mon contrat d'acquisition. Ils me doivent maintenant 4,2 millions de dollars. 7 minutes plus tard, en bégayant, le directeur financier a appelé en suppliant « Nous ne pouvons pas nous permettre un paiement de 4,2 millions de dollars en ce moment. » L'alarme d'urgence a traversé l'hôpital, comme un coup de couteau. C'est là que vous savez que quelque chose va vraiment mal, dans l'informatique médicale. Je me tenais là, observant la station de surveillance centrale s'éteindre. Complètement. 847 patients, répartis sur notre réseau de 12 hôpitaux, sont devenus soudainement invisibles, pour les personnes même qui tentaient de les maintenir en vie. Le docteur Rachel Foster est arrivé en courant dans le couloir, le visage pâle comme un drap. Gary, tout le système est en panne. Nous n'avons accès ni au dossier des patients, ni aux historiques de médication, à rien du tout. Les urgences viennent de recevoir un arrêt cardiaque, et ils avancent à l'aveugle. Elle s'est arrêtée, reprenant son souffle. Que diable s'est-il passé? Je savais exactement ce qui s'était passé. Je m'appelle Gary Patterson. J'ai 49 ans, et je travaille dans l'informatique médicale depuis 28 ans. J'ai commencé comme programmeur, tout juste sorti de l'université, puis j'ai gravi les échelons, jusqu'au poste de directeur de la technologie. Hier matin, ils m'ont bloqué l'accès à mes propres systèmes. Aujourd'hui, ils apprennent ce que cela signifie vraiment. Revenons un peu en arrière. Il y a 20 mois, notre société mère m'a confié un projet de modernisation du système, d'un montant de 3,2 millions de dollars. Notre infrastructure de gestion des données des patients vieillissait très mal. La réglementation devenait de plus en plus stricte, et le conseil d'administration évoquait de potentielles violations des normes de la FDA, si nous ne mettions pas tout aux normes actuelles. Ils m'ont donné les pleins pouvoirs, pour repenser l'ensemble du réseau. Dossier des patients, suivi des médicaments, intégration des appareils, la totale. Je ne me suis pas contenté de mettre à jour les serveurs, j'ai tout reconstruit à partir de zéro. J'ai étudié chaque flux de travail, chaque protocole de sécurité, et chaque exigence de conformité, qui permettent de maintenir les patients en vie et d'éviter les procès à l'hôpital. Les algorithmes que j'ai développés n'étaient pas de simples requêtes de base de données. Ils découlaient de 28 ans de compréhension de la réalité du secteur médical, lorsque des vies humaines sont en jeu. La première chose que j'ai faite, c'est de passer du temps avec les personnes qui utilisent réellement ces systèmes au quotidien. Pas les administrateurs, ni les chefs de service, mais les infirmières qui vérifient les ordonnances à 3 heures du matin, les techniciens de laboratoire qui exécutent des tests critiques, et les médecins qui ont besoin de l'historique des patients en pleine urgence. Le docteur Rachel Foster m'a montré comment l'ancien système créait un délai de 90 secondes, chaque fois qu'elle devait vérifier les interactions médicamenteuses. Lance Williams, de la sécurité réseau, m'a expliqué pourquoi nos protocoles de sauvegarde étaient vulnérables, exactement au type de cyberattaque qui paralyse les hôpitaux dans tout le pays. Personne ne leur avait jamais posé la question auparavant. J'ai passé 3 mois à simplement écouter, apprenant ainsi que notre documentation officielle n'avait pas été mise à jour depuis 8 ans. J'ai découvert que la moitié de nos problèmes de sécurité venaient du personnel, qui créait des solutions de contournement pour corriger des défauts de conception, dont la direction informatique ignorait l'existence. Ces personnes ne se contentaient pas de suivre des procédures, elles évitaient activement des catastrophes médicales chaque jour, sans obtenir la moindre reconnaissance. La refonte a pris 16 mois d'exécution. Nous n'avons fermé aucun hôpital. Au lieu de cela, j'ai créé un système de mise à niveau progressive, modernisant un
établissement à la fois, tandis que les autres continuaient de fonctionner sur l'ancienne infrastructure. Chaque changement a été testé par les personnes qui allaient devoir l'utiliser lors de véritables urgences médicales. Chaque protocole de sécurité a été expliqué au personnel avant son déploiement, et non après qu'ils aient été bloqués hors des systèmes critiques. La résistance est venue des cadres moyens, pas du personnel médical. Les superviseurs informatiques s'inquiétaient du fait que donner plus d'autonomie aux infirmières et aux médecins rendrait leur style de gestion, basé sur des indicateurs, totalement obsolètes. Les chefs de service se plaignaient que les nouveaux protocoles les obligent à comprendre réellement les flux de travail médicaux qu'ils étaient censés soutenir. L'ancien système leur permettait de gérer par des rapports et des tableaux de bord, tandis que le nouveau système leur demandait de parcourir les couloirs et de parler à ceux qui sauvent des vies au quotidien. Mais les chiffres ne mentent pas. En 6 mois, les temps de réponse du système ont augmenté de 35%. Les incidents de sécurité ont chuté de 42%. Les erreurs médicales, causées par des retards d'information, ont diminué de 28%, parce que les médecins pouvaient accéder à ce dont ils avaient besoin, au moment où ils en avaient besoin. Plus important encore, le personnel a recommencé à faire confiance à la technologie. Lorsque vous demandez à quelqu'un son expertise, puis que vous construisez réellement des systèmes qui soutiennent son travail, au lieu de le entraver, cette personne s'investit pour que tout fonctionne parfaitement. La direction générale l'a remarqué. D'autres réseaux hospitaliers ont commencé à demander nos protocoles. J'ai été invité à intervenir lors de conférences sur l'informatique de santé, et des revues médicales ont voulu présenter nos améliorations en matière de sécurité. Pour la première fois de ma carrière, j'avais le sentiment de construire quelque chose de durable, quelque chose qui comptait vraiment, au-delà des objectifs de réduction des coûts du trimestre. C'est alors que Derek Coleman est arrivé. MBA de Stanford en poche, 29 ans. Engagé comme directeur de la stratégie numérique, pour superviser ce qu'il appelait la phase d'optimisation finale. C'était l'idée de la direction générale, pour apporter une pensée moderne à mon projet. Derek maîtrisait tous les mots à la mode: diagnostic géré par IA, dossier patient sur blockchain, architecture cloud native. Il avait également l'attention du nouveau directeur financier, Scott Alexander, un homme arrivé 6 mois plus tôt pour moderniser notre approche technologique. Scott venait du secteur tech, et il pensait que la santé n'était qu'un autre problème de données, attendant d'être résolu avec les bons algorithmes et l'automatisation. Il n'avait jamais travaillé dans un hôpital, et n'avait jamais été confronté à la réalité de la gestion de systèmes qui ne doivent absolument pas tomber en panne, pendant que quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Pour lui, Derek incarnait l'innovation, jeune, instruit, maîtrisant le jargon de la Silicon Valley. Moi, je représentais la pensée dépassée, une prudence à l'ancienne, dans un monde qui, soi-disant, n'en avait plus besoin. Derek a commencé à assister à mes réunions, demandant à examiner la documentation de mon architecture, et voulant des copies de tout. Je me mets juste à niveau, disait-il, je veux comprendre les fondations techniques, afin d'identifier des opportunités d'optimisation. Il était poli, enthousiaste, et ne tarissait pas d'éloges sur ce que j'avais accompli. Je me suis dit que le soutien de la direction ne pouvait pas faire de mal. Le projet fonctionnait, les chiffres ne mentaient pas, et je n'avais rien à cacher. Ce fut ma première erreur. Derek était intelligent, il faut lui reconnaître cela. Il n'a pas attaqué mes résultats directement. Au lieu de cela, il a commencé à remettre en question mes méthodes. Lors des réunions, il mentionnait des innovations du secteur qui offraient, soi-disant, de meilleures approches. Il apportait des articles sur les anciens systèmes qui freinaient la transformation de la santé, toujours présentés sous forme de suggestions utiles, jamais de critiques directes.
Cependant, j'ai commencé à remarquer la stratégie. Chaque suggestion impliquait de remplacer le contrôle humain par des systèmes automatisés. Chaque amélioration signifiait moins de professionnels de santé pour prendre des décisions, et plus d'algorithmes pour les remplacer. Derek ne cherchait pas à optimiser ce que nous avions construit, il voulait le remplacer par quelque chose qui ne nécessitait pas de comprendre le monde de la santé. Comme je le faisais. Scott a mordu à l'hameçon. Voilà ce jeune homme, aux idées avant-gardistes, qui parlait d'amener nos améliorations au niveau supérieur, tandis que moi, j'étais le vétéran réfractaire à l'innovation. Derek veillait à se positionner comme le pont entre mon expérience précieuse et les méthodes de nouvelle génération. Ce qui me dérangeait vraiment, ce n'était pas la politique d'entreprise, j'y étais confronté depuis 28 ans. Ce qui me dérangeait, c'était de voir Derek passer complètement à côté de l'essentiel. Il parcourait les hôpitaux avec sa tablette, prenant des notes sur les opportunités d'efficacité, mais il ne parlait jamais vraiment au personnel médical. Lorsque le docteur Foster a essayé d'expliquer pourquoi certains systèmes redondants étaient essentiels pour la sécurité des patients, Derek a hoché la tête poliment, puis a suggéré d'éliminer ces redondances grâce à l'optimisation par IA. Il n'a pas compris que ces redondances n'étaient pas des inefficacités. C'étaient les filets de sécurité qui maintenaient les gens en vie lorsque la technologie échouait. 2 mois avant le déploiement final, Derek a demandé l'accès à mon architecture centrale. Le conseil d'administration souhaite comprendre les spécifications techniques, a-t-il expliqué, ils ont besoin d'être rassurés sur la capacité de notre approche à s'étendre à d'autres réseaux hospitaliers. Cela semblait logique. Je lui ai donné un accès en lecture seul à nos systèmes. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce qu'il faisait réellement avec cet accès. Derek ne se contentait pas de réviser mon travail, il l'étudiait comme quelqu'un qui se prépare à le concevoir à nouveau. Il passait des heures dans le système, non seulement à lire le code, mais aussi à analyser chaque protocole de sécurité, chaque procédure de sauvegarde, et chaque sécurité intégrée, que j'avais conçue au cours de près de 3 décennies d'expérience. Lorsque je l'interrogeais sur son analyse, il disait être impressionné par la complexité, et vouloir comprendre pleinement l'architecture, avant de proposer des améliorations. 3 semaines plus tard, il était de retour, demandant des privilèges de modification. J'ai trouvé des opportunités d'optimisation. A-t-il dit, de légers ajustements qui pourraient améliorer les temps de réponse de 20% supplémentaires. Il avait une présentation toute prête, remplie de graphiques montrant des améliorations projetées, très impressionnantes sur PowerPoint. J'aurais dû dire non. J'aurais dû demander à voir son analyse technique d'abord, et exiger de comprendre exactement ce qu'il voulait changer. Et pourquoi. Cependant, les chiffres étaient déjà excellents, et 20% de plus rendrait ce projet légendaire. De plus, Derek avait le soutien de Scott, et Scott contrôlait le budget informatique de l'année suivante. Je lui ai donc donné l'accès. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à mal tourner, mais si progressivement que je ne l'ai pas remarqué au début. Derek a commencé à programmer des révisions du système tôt le matin, auxquelles je n'étais pas invité. Il tenait des réunions avec les chefs de service, sans m'inclure. Lorsque je lui posais des questions, il répondait qu'il recueillait l'avis des parties prenantes, afin d'assurer une gestion du changement en douceur. Le langage a commencé à changer lui aussi. Lors des réunions, les gens ont cessé de parler de l'architecture de Gary, pour faire référence à la plateforme intégrée. Mes protocoles de sécurité sont devenus le cadre de conformité. Les relations que j'avais bâties avec le personnel médical sont devenues des indicateurs d'engagement des parties prenantes. Tout était réétiqueté avec un jargon de consultant, donnant l'impression que n'importe qui aurait pu le faire. Amanda Clark, notre responsable de la conformité, m'a pris à part un jeudi
Amanda est là depuis 15 ans, elle a gravi les échelons depuis la gestion des dossiers, grâce à sa compréhension pure des réglementations de santé. Elle connaît chaque exigence de la loi HIPAA par cœur, et ne perd pas de temps avec la politique. Gary, quelque chose ne va pas. Derek pose des questions sur vos systèmes de secours, mais pas des questions normales. Il veut savoir ce qui se passe si certains systèmes de sauvegarde sont désactivés, et continue de proposer des scénarios où les débrayages manuels seraient inutiles. Elle a baissé la voix. Il parle aussi de rationaliser les opérations, et de réduire le contrôle humain redondant. Cette phrase m'a fait tiquer. Réduire le contrôle humain dans la santé signifie généralement une seule chose, quelqu'un s'apprête à faire des modifications qui mettent les patients en danger, pour améliorer des métriques d'efficacité. De quel genre de scénario parle-t-il, ai-je demandé. Des périodes de charge maximale, des tests de résistance du système. Que se passe-t-il si les fonctions de journal d'audit sont rationalisées? Que se passe-t-il si les systèmes d'authentification de secours fonctionnent automatiquement, sans vérification manuelle? Amanda s'est arrêtée. Gary, ce ne sont pas des questions d'optimisation, ce sont des questions d'élimination. Ce soir-là, je suis resté tard pour vérifier les journaux du système, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Derek avait apporté des modifications, de petites modifications enfouies profondément dans les sous-programmes de sécurité, mais des modifications tout de même. Il avait modifié les protocoles de sauvegarde, ajusté les séquences d'authentification, et altéré les mécanismes de débrayage manuel, qui permettaient au personnel médical d'accéder aux informations critiques lors des urgences. Lorsque j'ai analysé ces modifications, elles n'amélioraient rien. Au contraire, elles introduisaient des points de défaillance potentiels. Les changements étaient subtils mais systématiques, conçus pour créer exactement le genre de faille de sécurité en cascade, qui ferait paraître l'ensemble du système peu fiable sous pression. Je l'ai confronté le lendemain matin. Derek, j'ai remarqué des modifications dans les protocoles de sécurité centraux. Peux-tu m'expliquer la logique? Il n'a pas hésité une seconde, juste quelques optimisations d'efficacité, basées sur les modes d'utilisation actuels. Rien qui ne modifie ton architecture fondamentale, simplement une rationalisation de l'exécution. Il a sorti une présentation que je n'avais jamais vue. J'ai suivi certains indicateurs, qui suggèrent que nous pouvons pousser les gains de performance encore plus haut. La présentation était soignée, graphiques, diagrammes, et projections montrant une amélioration de 40% de l'efficacité du système. Le problème était que les données ne correspondaient pas à ce que j'observais dans nos hôpitaux réels. Certains des indicateurs qu'il citait n'existaient même pas dans nos systèmes de surveillance. D'autres étaient extrapolés à partir de maximums théoriques, qui ignoraient les contraintes médicales du monde réel. D'où viennent ces chiffres? D'une modélisation prédictive, basée sur des références du secteur, et une analyse de la capacité du système. Derek faisait défiler les diapositives avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à expliquer une panne de système, à des médecins tentant de sauver une vie. L'architecture montre un potentiel d'optimisation significatif, si nous pouvons éliminer certains goulots d'étranglement actuels. Par goulot d'étranglement, il entendait les protocoles de sécurité, et les systèmes de contrôle humain, qui prévenaient les catastrophes médicales. C'est là que j'ai compris ce qui se passait. Derek ne cherchait pas à améliorer mon projet, il le préparait à l'échec d'une manière qui rendrait sa propre solution nécessaire. Ces modifications allaient provoquer des conflits d'authentification pendant les urgences, créer des goulots d'étranglement qui ressembleraient à des défauts de conception, et générer de fausses alertes de sécurité, rendant tout le système instable au moment où le personnel médical en aurait le plus besoin. Lorsque le projet s'effondrerait, il serait là avec ça. Version améliorée,
prêt à sauver la situation avec un système entièrement automatisé, ne nécessitant pas de gens comme moi pour comprendre la santé. Scott obtiendrait sa solution technologique de pointe, Derek obtiendrait sa promotion. Au poste de CTO, et moi, je serais le penseur du passé, dont l'approche obsolète ne pouvait pas répondre aux exigences de la santé moderne. La beauté de la chose, c'est que je lui avais donné tout ce dont il avait besoin. L'accès au système, la documentation technique, et même la crédibilité qui découlait du fait de travailler sous mon autorité. Il avait étudié mon travail. Juste assez longtemps, pour savoir où le briser. J'ai commencé à préparer ma défense ce soir-là. La première chose a été de sauvegarder toute mon architecture d'origine sur des serveurs personnels, avec des horodatages et des journaux de modification, qui prouveraient ce que j'avais construit, par rapport à ce que Derek avait modifié. Ensuite, j'ai commencé à avoir des conversations discrètes avec des personnes clés, sur ce qu'elle avait observé. Jeremy Walsh, mon ingénieur système principal, a confirmé mes soupçons. Derek pose des questions sur les limites de tolérance du système. Que se passe-t-il si les protocoles de sécurité sont contournés pendant les pics de charge? Il dit qu'il doit comprendre les modes de défaillance pour l'évaluation des risques. Jérémy s'est arrêté. Mais Gary, ce ne sont pas des questions d'évaluation des risques, ce sont des questions de test d'effort. Il veut savoir exactement quelle pression il faut pour briser quelque chose. Lance Williams, de la sécurité réseau, avait ses propres inquiétudes, il s'informe sur les procédures de réponse aux incidents, et sur la rapidité avec laquelle nous pouvons restaurer les services, en cas d'échec d'authentification pendant la transition d'optimisation. Il parle d'amener des consultants externes, qui comprennent les architectures de sécurité modernes. Lance protège les réseaux hospitaliers depuis plus longtemps que Derek ne travaille, ou que ce soit. Il comprend qu'en informatique médicale, la sécurité n'est pas une question de métrique d'efficacité, mais de protection des données des patients, et de maintien des systèmes en service lorsque des vies en dépendent. Gary, il prévoit de blâmer le cadre de sécurité lorsque ces changements échoueront, pour faire croire que tes protocoles sont trop restrictifs pour les opérations modernes. Le docteur Foster avait l'information la plus inquiétante, Derek m'a contacté directement, au sujet de la modification de certains systèmes de vérification redondants. Il voulait savoir si nous pouvions rationaliser certaines capacités de débrayage manuel, pour améliorer l'efficacité du flux de travail. Je lui ai dit que tout changement devait d'abord passer par toi. Le docteur Foster et moi nous connaissons depuis 12 ans. Elle a sauvé plus de vies que la plupart des gens n'en croiseront jamais, et elle comprend qu'en médecine, la redondance n'est pas du gâchis, c'est ce qui maintient les patients en vie. Lorsque les systèmes primaires échouent. Il n'a pas aimé cette réponse. Il a commencé à se renseigner sur le remplacement de notre équipe de supervision informatique médicale, par une équipe qui serait plus souple sur les normes d'automatisation. L'image devenait plus claire. Derek ne prévoyait pas seulement de saboter mon architecture, il supprimait systématiquement chaque filet de sécurité, chaque système de vérification humaine, et chaque contrôle de qualité. Basé sur les relations, qui faisaient fonctionner l'informatique médicale. Lorsque les défaillances inévitables se produiraient, il blâmerait les exigences de sécurité obsolètes, le personnel médical résistant, et les protocoles manuels irréalistes. Ensuite, il déploierait sa solution, un système entièrement automatisé avec un contrôle humain minimal, des protocoles de sécurité rationalisés, et des contrats de conseil qui privilégieraient la réduction des coûts au détriment de la sécurité des patients. Cela présenterait très bien dans les rapports trimestriels, jusqu'à ce que quelqu'un meure parce que des systèmes critiques ont échoué pendant une urgence. Une semaine avant le déploiement final, j'ai été convoqué à une réunion du conseil d'administration. Scott était là, ainsi que Derek et 2 cadres de la direction générale que je ne connaissais pas. Ils avaient des présentations prêtes, ce qui m'a fait
Comprendre qu'il ne s'agirait pas d'une discussion. Gary, nous apprécions tout. Ce que tu as construit ici, a dit Scott, les améliorations ont été significatives. Cependant, nous avons identifié certaines inquiétudes concernant l'évolution de ton approche. Derek a pris le relais, cliquant sur sa première diapositive. Les systèmes conçus par Gary fonctionnent, mais ce sont essentiellement des solutions propriétaires. Si quelque chose tourne mal, lui seul peut les réparer. Cela crée un risque inacceptable pour une opération de santé de plusieurs millions de dollars. Il a déroulé sa présentation. Méthodiquement, des graphiques montrant mon architecture comme excessivement complexe, des schémas démontrant comment mon approche créait de dangereux points de défaillance unique, et des évaluations de risque décrivant ma confiance envers le personnel médical comme une prise de décision subjective compromettant la cohérence. Chaque inquiétude soulevée était fabriquée de toutes pièces. Chaque risque identifié avait été créé par les modifications de Derek. Mais ils avaient les mots à la mode de l'entreprise, des graphiques colorés, et cette assurance propre à ceux qui n'ont jamais eu à expliquer une panne de système à des familles dans une salle d'attente d'hôpital. Nous pensons qu'il est préférable que je prenne le contrôle opérationnel pour la phase d'exécution finale, a conclu Derek. Gary peut rester impliqué à titre consultatif, mais nous avons besoin de quelqu'un avec une perspective nouvelle pour gérer l'exécution quotidienne. Je suis resté assis là, à regarder mon propre projet se faire voler en temps réel. Les deux cadres de la direction hochaient la tête, comme s'ils comprenaient ce sur quoi ils votaient. Scott semblait soulagé d'avoir enfin quelqu'un qui parlait son langage. Derek affichait une allure confiante, professionnelle, prêt à moderniser l'informatique médicale. Qu'avez-vous l'intention de changer? Exactement, ai-je demandé. Rien de fondamental, m'a assuré Derek, juste quelques optimisations d'efficacité et une rationalisation de la conformité. Le cœur de ce que tu as construit reste intact. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Cependant, la décision était déjà prise. Ils m'ont tendu un organigramme révisé, avec Derek comme directeur de la technologie, et mon nom déplacé vers le poste de conseiller technique principal. Un rôle de consultant. Aucun accès au système, aucune autorité opérationnelle, juste des avis précieux. Sur demande. J'aurais dû me battre davantage à ce moment-là. J'aurais dû exiger qu'ils examinent les modifications de Derek, dénoncer les données fabriquées, et insister sur une révision technique par des personnes qui comprenaient réellement la santé. Mais j'étais épuisé. 20 mois de journée de 16 heures, à me soucier de la sécurité des patients plus que quiconque dans cette pièce, à être la seule personne qui semblait comprendre que 847 patients dépendaient de la réussite de ce projet. Une partie de moi voulait laisser quelqu'un d'autre porter la responsabilité pour une fois. Ce fut ma deuxième erreur. Ils m'ont bloqué l'accès cet après-midi-là, accès de sécurité révoqué, identifiant système suspendu, et même mon badge de parking de l'hôpital désactivé. Mesure temporaire, ont-ils dit, juste le temps d'assurer la transition de l'autorité opérationnelle. Derek m'a raccompagné à ma voiture, affichant une fausse sympathie et une courtoisie professionnelle, ne le prends pas personnellement, Gary. Ton travail ici a été incroyable, nous devons simplement assurer la continuité pour l'avenir. Il s'est arrêté à la porte de ma voiture. Prends du temps pour toi, tu l'as mérité. Je suis rentré chez moi, et j'ai passé la soirée à regarder mes serveurs de sauvegarde, 20 mois de travail qui allaient être déformés, au profit de la carrière de quelqu'un d'autre. Mais alors que j'étais assis là, ma façon de penser a changé. Il pouvait me bloquer l'accès au bureau, mais il ne pouvait pas me bloquer l'accès aux relations que j'avais bâties. La confiance que j'avais gagnée auprès du personnel médical, des fournisseurs, et des administrateurs d'hôpitaux, ne s'est pas transférée simplement parce qu'ils ont
Changer mon titre sur un organigramme. C'est alors que j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel a été pour le docteur Foster. Ils m'ont bloqué l'accès. Lui ai-je dit, Derek dirige la baraque maintenant. Sa réponse a été immédiate. C'est insensé. Il ne comprend pas la moitié de ce que tu as construit. Et puis quoi encore, il n'en comprend même pas le quart. Peu importe, il a le soutien de la direction, et une approche moderne. Gary, écoute-moi. Les hôpitaux fonctionnent sur la confiance, pas sur des présentations. Le personnel médical te fait confiance. Ils ne connaissent pas Derek, et ils ne lui font certainement pas confiance pour des systèmes qui maintiennent les patients en vie. Le deuxième appel a été pour Amanda, ils peuvent te bloquer l'accès au serveur, a-t-elle dit, mais ils ne peuvent pas te bloquer l'accès à la conformité réglementaire. Tu sais ce qui se passera quand les changements de Derek commenceront à causer des violations de la loi HIPAA? Ils t'appelleront. Toi, pas lui. Et quand ils le feront, nous documenterons tout. Le troisième appel a été pour Lance, un nouveau CTO dirige mon projet maintenant, Derek Coleman. Il pourrait t'appeler concernant des modifications de sécurité. Tu le recommandes? Je ne recommande rien, je te informe juste qu'il y a eu un changement de direction. Lance a compris immédiatement. Dans l'informatique médicale, les recommandations personnelles comptent plus que les titres d'entreprise. La confiance se gagne au fil des ans, en sécurisant les systèmes. Lorsque des pirates ciblent les hôpitaux, et elle se perd en quelques minutes. Lorsque quelqu'un apporte des modifications qui mettent les données des patients en danger. Derek avait peut-être l'autorité de Scott, mais il n'avait la confiance de personne. C'était hier. Aujourd'hui, tout le réseau s'est effondré, parce que les modifications de Derek ont créé exactement les défaillances système que je prévoyais. La première défaillance en cascade a frappé à 2h15 du matin. Pendant l'équipe de nuit. Lors de la visite du matin, plus rien ne fonctionnait. Les systèmes de surveillance des patients ne pouvaient plus communiquer avec les stations centrales, les dossiers médicaux électroniques étaient inaccessibles, et même la vérification de base des médicaments était en panne. Je suis resté chez moi, laissant mon téléphone passer sur messagerie. Derek a appelé 8 fois, Scott a appelé 6 fois, et la direction générale a appelé 3 fois. Le docteur Foster a appelé une fois pour me faire un point sur la situation, et j'ai décroché. C'est un désastre complet, a-t-elle dit. Derek court partout avec des imprimés, essayant de comprendre pourquoi les systèmes d'authentification rejettent les accès médicaux légitimes. Ces protocoles d'optimisation entrent en conflit avec nos systèmes de débrayage d'urgence. Le personnel médical ne peut pas accéder au dossier des patients, en plein milieu d'urgence médicale. Que dit Derek? Que c'est un problème d'intégration temporaire, qui sera résolu sous peu. Le problème, c'est que ces modifications ont également désactivé nos capacités de diagnostic. Le système ne peut même pas nous dire ce qui ne va pas, et encore moins comment le réparer. Le docteur Foster a marqué une pause. Gary, les gens ont peur. Les patients demandent si leurs dossiers médicaux sont en sécurité, et les médecins se demandent s'ils doivent transférer les cas critiques vers d'autres hôpitaux. J'ai raccroché et je suis allé au café situé en face du campus principal de notre hôpital, à la même table près de la fenêtre où je travaillais pendant la phase de déploiement. C'était une vue parfaite sur l'entrée des urgences, et sur le parking principal. À 9h du matin, c'était le chaos, les ambulances s'accumulaient parce que les urgences ne pouvaient pas accéder aux informations des patients arrivant, et le personnel médical restait planté là, l'air frustré, car il ne pouvait vérifier ni les allergies médicamenteuses, ni les historiques de traitement. Le superviseur de l'équipe de nuit était dehors, fumant chaîne sur chaîne tout en parlant au téléphone, expliquant probablement à sa famille pourquoi il ne pouvait pas encore rentrer.
Les professionnels de santé se rassemblaient en petits groupes près de l'entrée principale, certains vérifiaient leurs appareils personnels, d'autres parlaient à voix basse. Avec ce genre d'inquiétude que l'on voit lorsque les gens réalisent que la technologie dont ils dépendent pour sauver des vies ne fonctionne plus. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jérémy, Derek demande si tu as laissé de la documentation cachée, qui pourrait expliquer les pannes du système. Je lui ai dit que je transmettrai le message. Un autre SMS de Lance, le personnel médical demande si tu reviens. Ils veulent savoir s'ils doivent s'inquiéter pour la sécurité des patients. Et puis, l'appel que j'attendais est arrivé. Scott ne ressemblait en rien au cadre dirigeant confiant de la réunion de la semaine dernière. Gary, nous devons parler. Il y a des problèmes techniques avec le déploiement, qui nécessitent ton expertise. Je ne suis plus impliqué dans les opérations, rappelez-vous. C'est temporaire, juste le temps de stabiliser les systèmes. Quel système? Je n'ai accès à aucun système. Un temps d'arrêt. En arrière-plan, j'entendais des alarmes, des voix urgentes, et le son d'équipements médicaux coûteux restant inutilisés alors que les patients en avaient le plus besoin. Nous pouvons restaurer ton accès immédiatement, avec une autorisation d'urgence. J'ai laissé planer un silence. Quel genre d'urgence? Le réseau est en panne. Depuis 8 heures, nous perdons les protocoles de sécurité des patients, et le personnel médical ne peut pas accéder aux informations critiques lors des urgences. Derek dit que les problèmes sont liés à d'anciennes configurations qui n'étaient pas correctement documentées. D'anciennes configurations, voilà. Comment ils appelaient mon architecture maintenant? Derek a apporté des modifications aux protocoles de sécurité centraux, sans comprendre les dépendances médicales. Les pannes ne sont pas des bugs, ce sont les conséquences directes de ces changements. Une autre pause. Peux-tu réparer cela? C'était la question que j'attendais. Pas, veux-tu nous aider, pas, que recommandes-tu, mais, peux-tu réparer, parce qu'il savait déjà que j'étais le seul à pouvoir le faire. Peut-être. J'aurais besoin d'un accès complet au système, de l'autorité opérationnelle, et de la confirmation écrite. Que personne n'apportera de modifications sans une révision de la sécurité médicale. C'est d'accord. À quelle vitesse peux-tu être ici? Je ne suis pas sûr de vouloir venir. Derek gère la situation, n'est-ce pas? Une perspective nouvelle, une approche moderne, tous ces protocoles d'optimisation. Le silence s'est étiré suffisamment longtemps pour que j'entende les bruits de fond de l'hôpital, d'autres alarmes, quelqu'un donnant des instructions urgentes qui ne pouvaient pas être suivies parce que les systèmes ne répondaient pas. Gary, s'il te plaît, viens tout de suite. J'ai fini mon café, et j'ai traversé la rue. Le garde de sécurité, qui avait reçu l'ordre de me tenir à l'écart hier, m'a fait signe de passer sans vérifier mes papiers. C'est amusant de voir comment les urgences médicales clarifient les priorités. Derek m'attendait dans le hall, donnant l'impression d'avoir pris 10 en une nuit. Son dossier de présentation était coincé sous son bras, mais plus personne ne lui demandait d'indicateur d'optimisation. Dieu merci, tu es là. Je pense qu'il y a des problèmes de compatibilité entre ton architecture d'origine et certaines améliorations d'efficacité que nous avons mises en place. Amélioration d'efficacité, j'ai failli rire. Pendant les 12 heures suivantes, je lui ai montré chaque modification, en lui expliquant comment chaque changement créait des défaillances en cascade, à travers tout le réseau médical. Ce n'était pas du sabotage malveillant, c'était simplement de l'ignorance. Derek comprenait l'optimisation des affaires, mais il ne comprenait pas la réalité de la santé. Il traitait les systèmes de données des patients comme des applications grand public, qui pouvaient être améliorées avec de meilleurs algorithmes, sans réaliser que l'informatique médicale est une
Infrastructure vitale, où le contrôle humain évite les catastrophes. Les corrections ont pris 14 heures à être appliquées correctement, non pas parce qu'elles étaient compliquées, mais parce que je devais annuler toutes les optimisations de Derek, tout en lui expliquant pourquoi chaque protocole de sécurité existait. Il prenait des notes comme un étudiant en médecine, posant des questions qui montraient qu'il n'avait jamais vraiment compris ce que l'informatique médicale implique réellement. Lors de l'équipe du soir, le réseau fonctionnait parfaitement. À la fin de la semaine, nous fonctionnions encore mieux qu'avant les améliorations de Derek. Le personnel médical s'est détendu. Les protocoles de sécurité des patients ont repris leur fonctionnement normal. Et les services d'urgence sont revenus à leur chaos contrôlé habituel, qui consiste à sauver des vies. La réunion du conseil d'administration a eu lieu le lundi suivant, dans une ambiance bien différente cette fois. Les deux cadres de la direction générale, qui avaient hoché la tête pendant la présentation de Derek, étaient particulièrement absents. Scott a commencé par des excuses, et a fini par une offre, vice-président exécutif de la technologie et des opérations, une augmentation de salaire de 35%. Un rapport direct au conseil d'administration. Et l'autorité sur le développement d'une plateforme de nouvelle génération. De 5,8 millions de dollars. Derek a été réaffecté au poste d'analyste système. Sous ma responsabilité directe. Une opportunité d'apprentissage, ont-ils appelé cela, une occasion de comprendre le secteur de la santé depuis la base. Sous une direction expérimentée. J'ai accepté les deux offres. Pendant les 8 mois suivants, Derek a travaillé sous ma supervision, apprenant ce que l'informatique médicale implique réellement, pas la théorie de l'école de commerce, mais la réalité de la gestion de systèmes qui maintiennent les gens en vie. Le maintien de la conformité y passe sous la surveillance fédérale, et le fait de gagner la confiance de professionnels de santé, qui ont vu trop de défaillances technologiques mettre les patients en danger. Il s'est avéré être un bon analyste, une fois qu'il a cessé de vouloir tout perturber. Le réseau fonctionne désormais à 145% de l'efficacité de base, et la direction générale déploie nos protocoles dans 8 autres réseaux hospitaliers. J'ai l'autorité budgétaire pour l'expansion de 5,8 millions de dollars, qui améliorera la sécurité des patients dans 18 hôpitaux, et s'intégrera à 4 nouveaux centres de recherche médicale. Des gens me demandent si je regrette de ne pas être simplement parti, en laissant l'incompétence de Derek tout détruire pour prouver mon point de vue. Cependant, voici ce que j'ai appris, la meilleure des vengeances ne consiste pas à regarder quelqu'un échouer, mais à être tellement essentiel que son échec devient impossible à ignorer, puis à utiliser ce levier pour construire quelque chose de meilleur. Ils ne m'ont pas seulement bloqué l'accès à mon projet, ils se sont eux-mêmes privés de toute compétence. Lorsque je suis revenu, ce n'était pas en tant que gars qui sauvait la situation, mais en tant que gars qu'il ne pouvait plus se permettre de perdre. C'est le genre de victoire qui dure. En fin de compte, ils pensaient me remplacer par quelqu'un de moins cher et de plus innovant. Ce qu'ils ont fait en réalité, c'est remplacer l'expertise médicale par l'ambition commerciale, et ils ont découvert que l'ambition sans connaissance n'est qu'une ignorance coûteuse, qui met les patients en danger. La véritable leçon ne porte pas sur la politique d'entreprise, ou sur la trahison au travail. Elle montre que la véritable expertise ne peut pas être volée, elle se gagne seulement après des années à comprendre ce qui compte. Vraiment. Et dans le domaine de la santé, ce qui compte, c'est de maintenir les gens en vie, non pas d'optimiser les rapports trimestriels. Avec le recul, toute cette expérience m'a appris que, parfois, la meilleure façon de combattre la politique d'entreprise n'est pas de jouer à leur jeu. C'est d'être si bon dans ce que vous faites que, lorsque tout s'effondre, vous êtes le seul à pouvoir tout remettre en place. En fin de compte, on ne peut pas simuler 28 ans d'expérience avec 2 ans de cours de MBA, et une présentation PowerPoint. La différence entre savoir parler de quelque chose, et savoir réellement le faire.
devient extrêmement clair lorsque des vies sont en jeu.